ravi d'être ce matin avec vous, même si c'est samedi. On va parler du digital à Maurice. Alors j'attendais des chiffres tout frais. Tous les ans, il y a des chiffres qui sont mis à jour par We Are Social et Walter, et elles ne sont pas arrivées, donc on va quand même avoir des chiffres qui datent d'il y a 12 mois. Donc je vais aller un tout petit peu plus vite sur cette partie, quand même en parler, parce que les chiffres n'évoluent pas énormément tous les ans, néanmoins. Donc on va passer rapidement dessus, et puis on va passer un peu plus de temps sur les tendances LinkedIn, et notamment aborder un peu les deux côtés. Le côté pour les candidats, pour les employés, et puis le côté aussi pour les recruteurs, pour les marques. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez vraiment pas. Levez la main. On est là dans un échange, et vos retours aussi sont très appréciés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à Paris, j'ai 2 enfants. Alors j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a un petit bout de temps, à la Star Academy, et je vous rassure tout de suite, je n'étais pas chanteur. Et j'ai déménagé à Maurice en 2010, donc là, ça fait 14 ans bientôt. J'ai travaillé pour le groupe Beachcomber pendant 4 ans, donc avec comme mission principale de lancer tous les comptes pour les réseaux sociaux. C'était à cette époque-là où les marques mauriciennes se lançaient, notamment sur Facebook, sur Instagram. Donc pour le groupe, mais aussi pour tous ces hôtels. J'ai travaillé 7 ans en tant que strategic planner et responsable du pôle digital à Circus Advertising, et depuis 1 an à mon compte. Donc voilà. J'ai aussi certifié Marketing Insider de LinkedIn. Donc, si vous aviez besoin d'une légitimité pour parler sur LinkedIn, c'est celle-ci. Donc voilà, on va commencer avec quelques chiffres pour du marché digital à Maurice. Alors, premièrement, globalement, il faut savoir que le temps passé sur les réseaux sociaux continue d'augmenter d'année en année, et aujourd'hui on est à 2h23 minutes, ça c'est une statistique vraiment mondiale. On se rapproche tout doucement de la télé, et après on sait que quand on regarde la télé, en général on passe souvent aussi du temps sur son smartphone en même temps, donc c'est vrai que c'est un peu biaisé. On parlait du smartphone comme du second écran, et au fur et à mesure, au final, on a même commencé à dire l'inverse. Le premier écran, c'est le smartphone, et le second écran, c'est la télé, pendant qu'on la regarde. Et avec même des tendances assez bizarres pour moi. De plus jeunes qui regardent des séries Netflix en accéléré. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous avez déjà regardé une série Netflix en accéléré? Non, hein. C'est une tendance, j'ai un peu de mal, mais c'est parce que je commence à être vieux. Donc des statistiques, bon, c'est ça, c'est Meltwater et We Are Social qui lancent tous les ans des grandes statistiques, qui les mettent à jour. Donc celles mondiales sont sorties, celles pour Maurice, on les attend encore. Normalement, ça sort mi-février, et c'est pas encore arrivé, ils sont un peu en retard, c'est pas grave. Donc avec du temps passé sur Internet, du temps passé sur les réseaux sociaux, j'ai avancé un petit peu plus vite, et on voit en fait ce qui est vraiment intéressant, et ça c'est une slide pour Maurice, des chiffres mauriciens. On voit au fur et à mesure des années, sur ces 10 dernières années, l'évolution du nombre de personnes qui utilisent Internet à Maurice. On va y revenir dessus plus en détail, mais c'est en constante augmentation. Les explications, elles sont doubles. Le fait, premièrement, que le coût de la data diminue, et le coût des smartphones, principalement, parce que 90% des Mauriciens, ils passent du temps sur les réseaux sociaux, sur leur smartphone. Donc, ils n'ont pas forcément tous des laptops, ils ne sont pas forcément tous au bureau, et donc c'est principalement à travers leur smartphone qu'ils consomment du temps sur les réseaux sociaux. Donc, sur une population d'1,3 million d'habitants, on va comptabiliser aujourd'hui à peu près 879 000 personnes qui sont connectées à Internet. Okay, donc ça c'est en progression, c'est des statistiques qui sont plus ou moins moyennes par rapport au taux de pénétration dans le monde. Il y a des pays comme Singapour, des pays asiatiques, européens, américains qui sont... le taux de pénétration est plus important. Néanmoins, la grande particularité, c'est que sur ces 879 000 personnes à Maurice, il y en a 875 000 qui ont des comptes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. C'est une vraie particularité mauricienne. C'est les chiffres les plus importants en Afrique. Et au final, donc, ça fait quand même tout de même 67% de la population. Donc, quand votre marque a des comptes sur les réseaux sociaux, on peut potentiellement toucher régulièrement 67% de la population mauricienne. Et près de 100%, 99,6% de la population mauricienne connectée. Okay, donc, vous pouvez toucher en ayant des comptes sur les réseaux sociaux et en faisant correctement des posts, de votre communication digitale, et en sponsorisant vos contenus, vous pouvez toucher près de 100% de la population connectée à Maurice. Okay, donc ça, c'est aussi une opportunité énorme pour les marques, parce que vous passez énormément.
pareil, dernière statistique rapide, 87 au final, ça représente aussi 80% de la population connectée depuis 18 ans, de la population totale, pardon, depuis 18 ans. Donc là aussi, ça donne énormément d'opportunités. Si on regarde, on ne peut pas vraiment dire que Internet et les réseaux sociaux sont le premier média, parce que, au final, notamment à cause ou grâce au Covid, la télé, et là-dessus ce sont des chiffres de TNS, donc c'est principalement la télé MBC, la télé mauricienne, c'est pas Canal Satellite, c'est pas DSTV, c'est pas tout ça. Il y a 70% des Mauriciens qui regardent régulièrement la télé. Donc, ils vont quand même de temps en temps regarder le JT, et ça c'est vrai que ce sont des statistiques qui sont revenues à la hausse pendant le Covid, où il y avait ce réflexe de revenir à regarder le JT pour suivre les infos du jour. Mais néanmoins, il est évident que les gens ne passent pas 2 heures par jour devant la MBC, enfin en tout cas pas la moyenne des gens. Et Internet, même si en taux de pénétration et en réseaux sociaux c'est légèrement inférieur à la télévision, ben, on va passer beaucoup plus de temps. Donc pour moi, c'est très clairement le premier média à Maurice. Et ça aussi, c'est une particularité par rapport à d'autres pays où la télé ou la radio sont encore plus forts. Si on regarde rapidement maintenant les plus grandes plateformes, celles les plus populaires à Maurice, principalement on a Facebook. Facebook, c'est 745 000 utilisateurs début 2023. Okay, et donc ça veut dire en plus pour une marque, si je suis sur une marque, bon, Facebook c'est Meta. Meta, ils ont aussi Instagram, ils ont aussi WhatsApp, ils ont aussi Messenger. Et ça veut dire que si j'ai une page Facebook pour ma marque, je peux toucher 84% des personnes sur Internet. Donc, juste en ayant une page Facebook, je peux toucher près de 80% de la population mauricienne et 84% de la population connectée. Okay, une autre statistique intéressante, c'est que le ad reach est en légère baisse. Et ça va être intéressant par rapport à notre perspective par rapport à LinkedIn. Il baisse un petit peu, c'est pas énorme. Loin de moi l'idée de vous dire que Facebook est mort et où Facebook va mourir d'ici 2 ans. Ne vous inquiétez pas pour Mark Zuckerberg. Tout va très bien pour Facebook, ils ont annoncé des chiffres records, mais c'est clair qu'on passe peut-être un petit peu moins de temps sur Facebook qu'avant, et donc ce qui peut faire diminuer un petit peu le ad reach. En termes de tranche d'âge favorite, bon, c'est très clairement Facebook est un média de masse. Okay, moi ce que je l'appelle c'est le TF1 étant français, pour moi c'est vraiment le TF1 mauricien, et c'est un média de masse. Et mais la tranche favorite, donc ça reste peut-être du 30-45. Aujourd'hui avec un middle class. CSP, c'est catégorie socio-professionnelle, c'est un terme français, mais dessus on va principalement retrouver ces middle class et working class. Sur Facebook, les gens ils viennent discuter, ils viennent s'insulter, ils viennent lire les commentaires du défi média et de l'Express pour savoir qui a fait le commentaire le plus drôle, ils viennent s'échanger des articles, ils viennent vendre, etc. Enfin, c'est une vraie place du village. On aime discuter, critiquer, jouer, etc. Et les Mauriciens, au final, pourquoi il y a autant de personnes sur Facebook? C'est parce qu'ils ont un peu découvert Internet. La popularisation d'Internet s'est faite au moment où Facebook arrivait. Ce qui explique aussi que toutes les compagnies aujourd'hui, elles ont une page Facebook et elles n'ont pas nécessairement de site Internet. Alors, en plus, premièrement, parce qu'un site Internet, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'avoir une page Facebook. Mais c'est vrai que c'est parce que les Mauriciens passent énormément de temps sur Facebook qu'il est très facile pour une marque d'avoir une communication également sur Facebook. Pour Instagram, on va voir, Instagram, donc ça appartient aussi à Facebook, c'est Meta, c'est le groupe Meta, et Instagram, c'est 326 000 utilisateurs début 2023. Et le ad reach, si on fait de la publicité sur Instagram, on peut toucher 37% de la population, notamment parce que là, c'est la même plateforme publicitaire, je vous l'ai dit. Et regardez le ad reach, là pour le coup, il est en diminution. Il est en diminution de 11%, bien plus important, 2 fois plus important que celui de Facebook. Donc c'est vrai que Instagram, c'est plus tellement le réseau social à la mode à Maurice. Il y a plusieurs explications à ça. Premièrement parce que Instagram est un peu arrivé à l'âge de la maturité, et les personnes qui ont créé leur compte il y a peut-être 5, 7, 10 ans, aujourd'hui, ils n'ont pas du tout les mêmes usages que quand on s'est créé. L'ADN d'Instagram, au final, c'est la photo à la base, et petit à petit, ils se sont transformés, ils ont un peu perdu leur ADN pour essayer de copier du TikTok, et aujourd'hui, c'est bien de plus en plus compliqué de voir des photos ou des vidéos de nos proches ou de nos amis. Au final, on voit plein de contenus de personnes qu'on ne suit pas, et donc c'est vraiment un copier-coller de TikTok. Donc ça ne plaît pas à tout le monde. Ça plaît à des plus jeunes, mais ça ne plaît pas forcément aux anciens qui passaient sur Instagram pour voir les photos
de leurs proches. En plus, il y a plein d'options d'Instagram qui ne sont pas disponibles. Je ne sais pas comment les stories, moi j'ai toujours lu cette musique n'est pas disponible dans votre région. Et bien au final, ça lasse un petit peu. Bon, c'est pas très welcoming de la part d'Instagram. Et donc souvent on va passer peut-être un petit peu moins de temps sur la plateforme, même si bon, ça ne veut pas dire que Instagram est mort, loin de là encore une fois. On passe beaucoup de temps sur Instagram, beaucoup de temps à s'échanger des memes en DM, on a tous des groupes familiaux, amicaux, etc., même de bureaux sur Instagram où on s'échange des messages privés, mais les contenus et les modes de consommation ont évolué. Après, en tranche d'âge, j'aurais dit que c'est vraiment, enfin tout ça c'est vraiment une analyse personnelle, mais c'est plus on va dire entre 20 et 40 ans. Et en termes de CSP+, ça va être upper class et middle class. Justement, l'opposition, c'est TikTok. TikTok, où il n'y a aucun chiffre. C'est très compliqué d'avoir des chiffres, même mondiaux. Il y avait récemment, il y avait une conférence organisée, Flame Festival, où ils avaient fait venir des personnes des TikTok d'Afrique du Sud, et on avait posé la question, ils étaient incapables de nous sortir même des chiffres africains, à Maurice encore moins. Donc l'estimation, c'est moi qui l'ai fait. Et moi j'estime qu'il y a au minimum 400 000 utilisateurs TikTok à Maurice. Et si c'est le cas, ça fait à peu près, encore une fois, un taux de pénétration de 35% de la population. En tranche d'âge, on va être plus jeune, effectivement, 15-35, mais on va le voir juste après. Au final, il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le fait que TikTok est un réseau social pour les moins de 20 ans. Leur réseau social TikTok, au final, ça fait quelques années qu'on en parle. Il est en train aussi de devenir mainstream. On a 400 000, il n'y a pas 400 000 moins de 15 ans à Maurice. Donc il y a beaucoup de gens qui ont créé leur compte parce que leurs enfants y étaient. Et puis, ils y passent aussi également beaucoup de temps à consommer des vidéos, à consommer du temps sur la plateforme. Donc tranche d'âge, donc ça grandit un petit peu, 15-35, et puis en CSP, c'est middle class et working class. Enfin, c'est quand même un réseau social qui a un taux de pénétration assez fort sur toutes les couches sociales. Et puis donc c'est ce que je disais, c'est qu'il y a 5 ans, les 15 ans, aujourd'hui ils ont 20 ans, donc ils grandissent aussi avec la plateforme. Donc c'est le dernier réseau social à avoir explosé dans le monde. Et la dernière petite chose, c'est que, et ça c'est aussi intéressant, c'est que la plateforme TikTok ne se considère pas du tout comme un réseau social, il se considère comme une plateforme de création de contenu. Et ça, c'est vrai que ça peut changer aussi la vision des choses. Les Mauriciens, ils y vont principalement pour se divertir. C'est-à-dire qu'il y a peu au final par rapport au nombre de personnes qui ont des comptes, il y a peu de créateurs de contenu. Les gens, comme souvent, c'est une majorité silencieuse sur les plateformes, et les gens viennent regarder les contenus des autres, que ce soit des Mauriciens, des influenceurs, des comiques du monde entier. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très intéressant, c'est un vrai phénomène sur lequel la génération Z utilise de plus en plus TikTok comme un moteur de recherche. Aujourd'hui, TikTok, c'est le 3e moteur de recherche au monde. Le premier, vous connaissez, c'est Google, le 2e, c'est YouTube. YouTube est en train de se faire dépasser par TikTok, où en fait, quand je fais une recherche d'un restaurant, d'une destination sur TikTok, j'ai une vidéo, j'ai des gens qui en ont fait véritablement l'expérience. Donc j'ai un aperçu global de ce que je peux vivre si je décide d'aller dans ce restaurant ou dans cette destination. La créativité, les contenus fun font toujours partie intrinsèque de la plateforme, mais on voit énormément de nouveaux contenus type conseils en finance. Alors les jeunes sont complètement décomplexés de parler de finance, notamment sur TikTok, donc on va avoir plein de conseils de gestion d'argent, de finance. Donc, on a des sujets plus sérieux, plus éducatifs qui viennent. Et pour les marques aussi, ça va être, il va y avoir beaucoup d'opportunités pour elles de créer des contenus qui respectent la de la plateforme, que les jeunes veulent voir, au final, très loin d'une communication produit classique qu'on peut voir à la télé ou qu'on peut voir à la radio. Donc il y a des vraies opportunités aussi pour les marques d'arriver sur TikTok, mais la difficulté c'est que c'est de la vidéo, et la vidéo, soit ça coûte cher, soit ça prend du temps à faire, c'est pas toujours évident. On passe à LinkedIn. LinkedIn, 390 000 utilisateurs. Donc, longtemps, ils ont suivi un peu Instagram dans la croissance, et là, ça y est, LinkedIn prend vraiment le dessus. 44% de la population en ad reach, donc ça devient quand même aussi largement intéressant. Et vous voyez le ad reach sur Facebook et sur Instagram, il était en baisse, lui il est en pleine augmentation. C'est vraiment le réseau social qui performe extrêmement bien dans le monde, mais également à Maurice, on va y revenir. Tranche d'âge, c'est 20-40, mais on va avoir aussi des statistiques intéressantes sur le fait que les plus jeunes y arrivent de plus en plus. C'est toute la seconde partie.
Il a une très bonne notoriété, une très bonne réputation contrairement aux autres. Là aussi, j'en parlerai juste après. Et c'est bien sûr l'ADN, c'est un réseau, une plateforme professionnelle, mais du fait qu'il y ait de plus en plus de gens, il est aussi un peu en train de devenir mainstream. Okay. Et il ne faut pas oublier que LinkedIn, même si c'est un réseau professionnel, c'est l'humain qui est vraiment au cœur de ce réseau, l'humain et l'expertise. À un niveau mondial, LinkedIn vient de passer le milliard d'utilisateurs. Donc, il rentre dans le cercle assez fermé au final de ces plateformes qui dépassent le 1 milliard d'utilisateurs. Et c'est ce que je vous disais, c'est que le outreach continue et que 1 membre sur 8 ont rejoint la plateforme sur ces 12 derniers mois. Donc voilà, c'est que de temps en temps, c'est plus facile de parler de TikTok ou d'Instagram, de dire à quel point les plateformes sont sexy. LinkedIn, il fait son petit bout de chemin, il est plus tranquille, il travaille de son côté et ça grandit et ça performe de plus en plus. C'est aussi très intéressant de voir que on va voir que l'âge entre les 25 et 34, ça va devenir les personnes la population la plus importante sur la plateforme. On va passer justement à ces tendances. Vous avez des questions juste ici? Ouais, tout va bien. Allez, on va passer à ces tendances 2024. Donc, ce que je vous disais, c'est que LinkedIn, c'est vraiment peut-être le réseau social le plus sous-coté, le moins considéré par les marques, par les entreprises, parce que elles avaient l'impression que c'était boring ou qu'il n'y avait pas forcément leurs audiences qui étaient dessus. Et on va voir que sur tous ces réseaux sociaux-là, LinkedIn, c'est le seul sur lesquels il n'y a pas de casserole. Facebook, il y a le Cambridge Analytica, il y a eu plein de polémiques. Instagram, entre les likes, la maigreur, les problèmes d'adolescentes qui passent trop de temps dessus et qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes. TikTok, entre des personnes qui passent des heures, 2 heures à scroller sur TikTok, on leur demande quelle vidéo tu as vue et il n'y a aucune personne qui est capable de sortir une seule vidéo de ce qu'elle a consommé pendant 2 heures. Plus les polémiques, les rumeurs, plutôt que les polémiques, que ce soit orchestrées par le gouvernement chinois pour rendre plus bêtes les Américains et les Européens, pendant que les Chinois, eux, auraient un autre contenu sur TikTok. Ce sont des rumeurs qui existent. Twitter, je ne vous en parle même pas, avec Elon Musk qui a racheté, qui a rendu la plateforme complètement inutilisable, à quel point on tweet quelque chose, on se fait insulter, où il n'y a plus aucune bienveillance. LinkedIn, c'est lui, encore une fois, il fait son petit bonhomme de chemin. La grande différence avec toutes ces plateformes, c'est que, et ce qui explique aussi pourquoi cette plateforme est à l'abri de tout ça, c'est que il y a beaucoup moins d'anonymat sur LinkedIn. En général, c'est son vrai nom. En général, c'est même recommandé d'avoir sa photo dessus. Et quand il y a son nom et sa photo dessus, on réfléchit à 2 fois avant de manquer de bienveillance ou d'aller critiquer ou ce genre de choses. Donc, ça ne veut pas dire que la critique n'existe pas, loin de là. Ça existe, mais elle est légitime en fait. Quand il y a des voix qui s'expriment de cette manière-là, c'est que pour le coup, elle est beaucoup plus légitime. Donc, ce qui fait que LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment un générateur de business. Générateur de business pour les marques, générateur d'emploi pour les employés. Il y a plein de statistiques ici qui vous montrent qu'en termes de génération de trafic vers le site, c'est une très bonne plateforme pour envoyer du trafic sur son site, pour générer des leads, pour acquérir de nouveaux clients, etc. etc. Et au final, LinkedIn, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, LinkedIn, il est clairement en voie de remplacer votre CV. Donc, il y a même un livre qui a dit que le CV était mort. Je sais pas il y a encore des conventions qui nous imposent de faire notre CV sur Word et de le sauvegarder en PDF, mais au final, c'est très clairement obsolète comme méthode de recrutement. Et LinkedIn, c'est devenu très clairement ce CV. Et même si aujourd'hui, ça se popularise de plus en plus, vous allez peut-être commencer à postuler à des emplois et envoyer des vidéos pour vous démarquer justement de ceux qui envoient encore leur CV en PDF. Vous allez faire une jolie vidéo pour dire à quel point vous êtes intéressé de travailler dans cette entreprise ou pour vanter vos qualités. Le recruteur, lui, il ira toujours faire quelque chose, il ira toujours vérifier qui vous êtes sur LinkedIn. Et ça, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un LinkedIn à jour. LinkedIn, donc c'est une plateforme, c'est un réseau social, mais c'est aussi une plateforme parce qu'ils ont développé des outils pour les entreprises, pour faciliter le recrutement, faciliter la recherche des candidats et faciliter le traitement des candidatures. Donc il y a une plateforme par exemple qui s'appelle LinkedIn Recruiter qui coûte 1
un peu cher pour les marques mauriciennes. Néanmoins, vous allez pouvoir, si vous êtes recruteur, si vous êtes HR, vous allez pouvoir faire des recherches sur des profils que vous recherchez, vous allez pouvoir gérer des candidatures, vous allez pouvoir envoyer des messages directement à des personnes qui vous intéressent, donc vous allez pouvoir faire de la chasse, très clairement, gérer toutes les candidatures, donc LinkedIn est un outil extrêmement pratique et extrêmement puissant. Ensuite, pour les HR, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais dans mes formations, je leur apprends aussi qu'avec des outils tels que ChatGPT, je peux faire du scoring. Je prends un profil LinkedIn, je le mets dans le ChatGPT, je lui donne une instruction et je vais pouvoir faire du scoring pour lui dire est-ce que ce candidat-là, il convient à ce poste-là? Ok, il convient à ce poste-là, regarde, pourcentage de correspondance, oui, il faut que tu contactes cette personne-là. Okay, après, je pourrais même tout automatiser sans même avoir à le faire manuellement. Donc ça, c'est ce que j'apprends ici à des départements HR aujourd'hui. Et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le recruteur, il va aller sur LinkedIn vérifier vos profils, il va aussi aller chercher les meilleurs candidats, celles qui correspondent le plus aux qualités des candidats, des postes qu'ils recherchent, donc 95% des recruteurs qui sont très actifs sur LinkedIn. Donc il est essentiel pour vous de pouvoir avoir votre profil à jour et surtout qui reflète qui vous êtes. Ça c'est vraiment essentiel. Okay, parce que c'est comme si vous étiez en train de vous balader dans un rayon de supermarché, ça c'est le recruteur et tous les produits ce sont des potentiels candidats et lequel va se démarquer par rapport, quel yaourt ou quelle mayonnaise va se démarquer et lequel il va choisir. Donc avoir un profil LinkedIn à jour, c'est également avoir une réputation qui est travaillée sur laquelle, encore une fois, il faut que ça reflète qui vous êtes. On assiste donc depuis quelques années à la montée du puissance du personal branding. Donc le personal branding, c'est un peu la même chose que du branding pour les marques, très clairement, mais c'est vous et c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez que les gens sur Internet ou les gens sur LinkedIn voient de vous et sachent de vous. Okay. LinkedIn, donc c'est l'endroit favori pour travailler sa marque personnelle. J'aime bien ce petit cartoon qui va nous dire oui, mais t'es pas qu'une seule, au final t'es pas qu'une vache, t'es aussi un spécialiste et un dairy consultant, un expert en calcium. Voilà, après il y a toutes les dérives qu'on peut voir de temps en temps sur LinkedIn qui sont assez drôles dessus, avec toutes les expertises qu'on s'invente dessus, mais au final c'est quand même, si c'est bien fait, c'est un outil qui est parfait pour révéler sa marque employeur. Une définition du personal branding que j'aime bien, c'est vraiment quand vous n'êtes pas dans la pièce, est-ce qu'on se souvient de vous? Est-ce qu'on pense à vos qualités, à votre expertise et votre expérience quand vous n'êtes pas dans la pièce? Est-ce qu'on parle de vous? C'est aussi une bonne définition. Il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est aussi une formidable plateforme pour avoir de la visibilité. Là, je vous donne juste un post en référence, mais quand vous voyez un post passer sur LinkedIn et que vous voyez plus de 100 likes, ça équivaut à peu près à 10 000, 15 000 impressions. C'est énorme. Et ça, c'est de l'organique, encore une fois. C'est une personne qui l'a publié, donc c'est pas du tout sponsorisé. Et 15 000 impressions sur LinkedIn, c'est beaucoup. Une impression sur LinkedIn vaut 10 impressions sur Facebook, très clairement. C'est beaucoup de visibilité, c'est beaucoup de crédibilité aussi mise en avant à travers une communication qui est bien faite sur LinkedIn. On va y revenir juste après. Donc pour vous, pour les candidats, ce qui va être important, c'est de définir au final pour les candidats, pour n'importe qui d'entre nous, ça va être définir quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire sur LinkedIn. Okay, est-ce que je veux m'en servir justement parce que je sors d'études et que je veux trouver des meilleurs emplois, trouver le meilleur emploi qui pourrait me convenir? Est-ce que ça peut être se crédibiliser dans un domaine d'expertise au final, faire monter mon personal branding à ce niveau-là? Est-ce que ça peut être aussi générer du business? Si vous êtes consultant, si vous êtes indépendant, si vous êtes artiste, n'importe quoi, générer du business, générer des leads, vous êtes commercial, ça marche extrêmement bien. Mettre en avant votre boîte, votre projet également, ou peut-être travailler la communication de votre entreprise si vous êtes déjà en poste et de participer au développement de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir un, vous pouvez en choisir plusieurs bien évidemment, mais ça va être très, très important pour vous de définir au final, vous êtes sur LinkedIn, pourquoi faire. Okay. Une fois que vous aurez défini vos objectifs, tout ça, ça sera beaucoup plus facile derrière pour vous de définir plus ou moins une ligne éditoriale. Quand je parle de ligne éditoriale, j'essaie pas de faire de vous des influenceurs, loin de là. Je ne dis pas qu'il faut faire un post par jour, ni même un post par semaine, mais quand vous prenez la parole, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce ne soit pas juste
bouteille à la mer envoyée aléatoirement. Donc il faut que ce soit aligné avec vos objectifs et il faut bien sûr aussi que ça vous ressemble. Okay. Et puis alors, il y a aussi éviter les 10 leçons de vie que j'ai appris en mangeant une pomme ce matin, ou mon petit cousin qui n'arrête pas de tomber m'a appris à être résilient, ça aussi. Alors c'est un peu le côté, on va voir, le côté obscur de LinkedIn sur lequel, bah oui, il y a un petit peu d'abus à ce niveau-là. C'est de temps en temps, on peut aussi dire que LinkedIn c'est un bon monde de bisounours, mais encore une fois, quand c'est bien fait, vous allez rapidement sortir du lot. Okay. Donc en gros, qu'est-ce qu'on veut? C'est ciao le contenu bullshit, on veut du vrai. Donc la première, tout ça pour m'amener à la première grande tendance de LinkedIn. La première grande tendance de LinkedIn, c'est qu'en 2024, LinkedIn va prioriser le partage de connaissances et la qualité de contenu. Et quand je vous dis que c'est pas à vous, c'est LinkedIn qui priorise, c'est très clairement parce qu'ils ont fait des modifications dans leur algorithme pour justement favoriser ce type de contenu. Okay, donc elle doit avoir de la valeur ajoutée et ça peut passer donc par un partage d'opinions, des conseils, des astuces, mettre en avant son savoir-faire, ses connaissances, etc., etc. Donc ça c'est ce que je vous dis. Donc en juin 2023, changement d'algorithme LinkedIn sur lequel il va aller chercher l'expertise, son algorithme a pour objectif de travailler justement et d'identifier les contenus à plus haute valeur ajoutée, ceux qui performent le plus et ceux qui sont en lien aussi avec l'expertise de la personne. Ça va être très important. Donc là, par exemple, je prends un poste d'Emmanuel qui organise aujourd'hui, et vous allez voir 147 là, et au final, qu'est-ce qu'il met? Il met son expertise en avant. Son expertise, c'est quoi? C'est le métier, c'est LinkedIn, c'est le recrutement. Donc il est dans l'ADN de ce qu'il propose, dans l'ADN de son métier, de promouvoir son business, et on est très clairement dedans. Et au final, donc, l'important, c'est de rester dans son domaine d'expertise. LinkedIn ne veut surtout pas que vous soyez expert en tout. Il veut que vous ayez un domaine d'expertise et que vous restiez dedans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul, mais il ne peut pas y en avoir 15. Et comment vous allez faire en fait, pour aider LinkedIn à déterminer vos critères, vos domaines d'expertise, vous allez aller dans votre CV et dans la section About, vous allez voir les top skills. C'est notamment ici que vous allez renseigner des mots-clés liés à votre expertise. Comme ça, quand vous publiez et que vous mettez peut-être des hashtags aussi pour aider à identifier LinkedIn, à définir ça, c'est comme ça que LinkedIn corrèle. Et puis bien sûr, il y a toute votre expérience, il y a tout le reste de votre CV que des intelligences artificielles de LinkedIn vont pouvoir analyser pour voir la cohérence de ce que vous publiez par rapport à ce que vous vendez ou quel type d'expérience et de connaissances vous avez. Question? On avance, on continue? Allez. Deuxième grande tendance, ça va être renforcer ces liens entre les personnes qui se connaissent. Là aussi, c'est lié au changement d'algorithme. Okay. Réseau, il est votre réseau, d'où l'importance aussi de développer son réseau. Okay. On n'est pas sur Facebook, on n'est pas sur Instagram à activer que les gens qui nous connaissent. L'objectif de LinkedIn, si vous n'acceptez que les personnes que vous connaissez, vous allez vite tourner en rond. Okay. Donc après, il faut aussi être malin et être cohérent surtout dans les personnes que vous allez pouvoir vous demander en connexion ou sur lesquelles vous allez accepter des connexions. Il faut pareil, que ce soit utile à votre carrière, utile à votre business, et puis en cohérence avec votre domaine d'expertise. Okay, ça aussi. L'objectif, c'est pas forcément d'accepter tout le monde, loin de là, mais il faut qu'il y ait une réflexion par rapport à, encore une fois, quels sont vos objectifs. Donc, LinkedIn, il va faire en sorte que quand vous publiez du contenu, ce soit les personnes avec qui vous êtes en contact ou qui vous suivent qui vont voir ce contenu-là. Okay, et ça, c'est un changement d'algorithme qui pousse beaucoup plus ça. Et c'est vraiment exactement l'inverse de ce que fait aujourd'hui Instagram, Facebook et LinkedIn, sur lequel eux, ils vont promouvoir n'importe quel type. J'ai dit LinkedIn, non, il y a TikTok, je voulais dire TikTok. C'est exactement l'inverse parce que sur TikTok, vous allez découvrir des contenus. Et sur LinkedIn, vous allez aussi d'abord voir en priorité les contenus des personnes de votre réseau. Okay, il y aura une toute petite exception. J'ai perdu le réseau. Non, c'est bon. Ouais. Donc, c'est ce que je disais. Changement signifie qu'il y aura moins de contenu dans votre fil d'activité. Des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas directement connecté. Il y aura une petite exception, et cette exception est intéressante, c'est en fait, vous allez aussi beaucoup voir dans vos feeds LinkedIn toutes les interactions que vos contacts ont. Okay, et c'est aussi comme ça que vous allez découvrir d'autres personnes et d'autres contenus qui vont vous intéresser, puisque
vous avez accepté, j'ai accepté Emmanuel parce que je le connais, et j'ai accepté aussi parce qu'on a des domaines d'expertise en commun, et que ces postes m'intéressent, et donc LinkedIn, il va me mettre en avant le fait que quand il commente un commentaire, ça peut peut-être m'intéresser de découvrir que je ne connaissais pas Valérie, et donc ça peut, sous le contenu que Valérie a publié et que Emmanuel a commenté, ou à like, ça peut potentiellement me toucher et m'intéresser. Okay, donc comment l'algorithme valorise au final l'engagement pour les auteurs, ça aussi, ça c'était tiré d'une infographie assez intéressante sur lequel, au final, plus vous allez interagir avec des contenus, plus ça va donner de la force et des points aux personnes, aux auteurs qui ont publié ça. Okay, donc par exemple, si vous donnez un like, un j'aime, et il n'y a pas de différence entre un insightful, vous savez, vous avez des différentes réactions sur LinkedIn, vous avez insightful, vous avez celebrate, vous avez like, vous avez love, dessus il n'y a pas de différence. En termes de valeur pour l'algorithme, il n'y a pas de différence. Par contre, un voir plus, quand vous cliquez sur see more, un voir plus, là, ça vaut 2 points. Ça envoie un message directement à l'algorithme LinkedIn, on voit ce contenu-là, il est intéressant. Le reshare 3 à 6 points, commentaire 7 points, commentaire avec votre réponse 9 points. Là aussi, vous faites une publication, vous publiez quelque chose, il y a des gens qui commandent votre publication, c'est mieux de leur répondre. C'est mieux de leur répondre pour 2 choses, parce que probablement c'est peut-être plus poli. Et deuxièmement, ça va favoriser toujours la partie, le développement organique de votre publication. Okay. Je l'ai dit, ne pas oublier également que chaque engagement sur une publication déclenche l'algorithme. Donc il y a pour l'auteur, c'est vous qui faites une publication, quelqu'un like, donc c'est bénéfique pour vous. Et ça, encore une fois, ça peut être aussi bénéfique pour la personne qui réagit. On l'a vu avec Emmanuel qui commente ou qui like la publication de Valérie, ça débloque aussi de la visibilité supplémentaire pour Emmanuel. Okay. Tendance numéro 3, toujours pas de questions. Je considère que c'est clair alors. Troisième tendance, et là c'est sans transition, c'est la vidéo. La vidéo décolle enfin sur LinkedIn. Okay, on va avoir LinkedIn qui a longtemps pas trop priorisé les vidéos et qui étaient des contenus qui étaient moins poussés de manière organique que le reste de contenus tels que des carousels, que les posts vidéo, que les posts photos ou juste des posts textuels. Donc on va avoir LinkedIn qui va de mieux en mieux valoriser. Là, une statistique de LinkedIn qui dit que 20% de partage en plus sur des vidéos que sur les autres contenus actuellement. Okay, donc au final, et vous êtes peut-être censé me dire, mais au final, est-ce que je dois faire absolument de la vidéo? Mais mon contenu, il doit d'abord plaire à l'humain et pas forcément plaire à l'algorithme. C'est pas faux. Mais si vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux. Donc, voilà. Aussi, par rapport aux différents messages que vous voulez faire passer sur la plateforme, vous pouvez bien sûr toujours le faire en texte, ça marche très bien. Une photo avec de l'authenticité, de l'humain, ça marchera même encore mieux. Mais si vous avez la capacité à faire de la vidéo, ça aura plus d'impact et LinkedIn va aussi vous aider à vous donner plus de visibilité grâce à ce format-là. Okay, après, bon, la vidéo, c'est encore une fois, c'est peut-être le plus compliqué à faire parce que techniquement, c'est moins évident. Et puis, il faut, si vous voulez vous filmer et vous parler en mode selfie caméra, là, c'est souvent, ça bloque un peu les gens, c'est quand même pas très très naturel. Donc, il y a peu de gens au final qui se lancent pour faire ce type de post. En termes de vidéo, LinkedIn, il voulait ce choix, c'est ça, c'est chouette, c'est qu'on peut faire des vidéos très courtes, donc un peu de type snack content qu'on va retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, mais on peut aussi faire publier des vidéos plus longues, plus explicatives, plus didactiques, notamment je pense là plus pour une communication pour les marques. Mais donc ça va être, on peut dépasser largement les 3-4 minutes, même les 5 minutes, alors que sur Facebook, sur Instagram, on va essayer de rester sous la minute, voire même sous les 15 secondes, idéalement. Quatrième tendance, on va monter sur la montée en puissance du thought leadership content, là aussi. Donc on a parlé personal branding, comment on met en avant notre expertise à travers des contenus éclairés. 90%, c'est ce que je disais tout à l'heure un petit peu sur la majorité silencieuse, 90% des personnes sur LinkedIn, ils ne sont là que pour consommer des contenus. Il y en a à peu près 10% qui interagissent, qui commentent, et 1% qui sont réellement créateurs de contenu. Après, ça évolue. Ça évolue parce que on voit que depuis tout à l'heure, tout ce que je vous explique, c'est que il faut se mettre en avant, il faut que notre profil soit bien fait, il faut se dégager des autres pour pouvoir plus émerger si on a envie d'être choisi par des recruteurs. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que les abonnés sont 2 fois plus actifs aujourd'hui qu'en 2021. Plus tard vous vous lancez, plus vous aurez de concurrence.
encore une fois, c'est toujours les premiers les plus servis. Okay. Après aussi, ce qui est important, c'est que le thought leadership content, gardez bien en tête que c'est pour démontrer votre expertise, c'est pour valoriser votre savoir-faire et votre valeur à votre audience. Okay. Vous n'êtes pas là pour vendre votre produit, c'est pas Instagram shopping, c'est pas TikTok shopping, c'est pas donc vous êtes là pour vous valoriser vous, et c'est souvent ça qui est le plus difficile au final. Parce que là, la première fois qu'on fait des posts comme ça, je me dis, mais quelle valeur j'ai vraiment apporté à mon audience? Est-ce que j'ai vraiment la légitimité, la crédibilité de venir parler d'un sujet, même si au final vous avez peut-être 2 ans, peut-être même 2 ans d'expérience, vous sortez d'études, et mais quelle légitimité j'ai à moi m'afficher au final sur une plateforme publique et dire ce que je pense? Ouais, c'est ce premier poste-là qui va être le plus difficile à faire, le plus difficile à franchir. Et puis après, vous allez voir que comme c'est un outil et un réseau bienveillant, vous allez avoir plein de personnes qui vont souvent interagir avec vous. Alors déjà, en général, le réseau le plus proche, les amis, la famille qui peuvent aussi vous encourager, mais derrière, vous allez très vite voir qu'à travers les commentaires, vous allez très vite dégager de la crédibilité, de la légitimité, si vous avez apporté de la valeur ajoutée à votre publication, à votre contenu. Qu'est-ce que vous allez pouvoir peut-être dire? Du contenu inspirationnel, du contenu éducatif, ça marche extrêmement bien, et c'est souvent comme ça que c'est même le plus facile de commencer. Des contenus qui peuvent explorer des tendances de secteur ou d'industrie, ça aussi c'est facile de commencer par rapport à ça. Industry research, il y en a beaucoup, donc il suffit d'aller lire, d'aller se renseigner, pour vous avoir derrière et utiliser ce genre de contenu. Et voilà, ensuite on va voir le fait que ce qui va être essentiel, et surtout ce qui va faire beaucoup de différence, c'est que la communication de marque elle est moins forte quand c'est une communication. La communication elle est moins forte quand c'est une marque qui l'apporte que quand c'est une personne qui l'apporte. Donc là, on en revient à l'authenticité. Quand c'est une personne qui vous dit d'aller acheter quelque chose ou qui vous recommande une expertise ou un produit ou n'importe quoi, c'est plus fort quand ça vient d'une personne que quand ça vient d'une marque. Donc aujourd'hui, les marques elles vont avoir tendance, les compagnies pour lesquelles elles vont travailler, elles vont adorer tous les employés qui mettent en avant leur expertise. Parce qu'un employé qui met correctement en avant son expertise, de fait, ça valorise la marque. Et donc les compagnies, elles vont aussi vouloir vous valoriser. Et donc vous donner plus de visibilité. Donc c'est win-win en fait. Donc c'est vraiment un super avantage par rapport à ça. Avant-dernière tendance, c'est l'essor du CEO branding. Donc là je parle un peu plus pour des recruteurs et pour le côté corporate communication. C'est au final qui de mieux que son CEO pour incarner son entreprise. Et si les entreprises veulent aussi que leurs employés communiquent et se valorisent leur expertise sur LinkedIn, il faut aussi à un moment donné que le top management et le CEO s'y mettent aussi et le fassent. Et donc il y a des études, donc il y a une sorte de légitimité, de maturité qui vient se dégager pour que justement les CEO commencent de plus en plus à prendre la parole. Ça fait quelques années déjà que certains grands CEO ou grandes responsables de marque le font sur LinkedIn, mais ça va de plus en plus se généraliser, notamment pour montrer l'exemple et insuffler le pas dans le reste de la compagnie. Après vous allez me dire, mais comment on fait tout ça? C'est pas évident au final de se lancer sur LinkedIn, d'aller créer un contenu. Donc vous allez souvent peut-être avoir le syndrome de la page blanche au départ, mais déjà en passant du temps sur LinkedIn, en voyant ce qui se passe, en suivant des leaders d'opinion dans votre domaine, en faisant de la veille sectorielle, en s'inspirant aussi de posts qui fonctionnent bien aussi, allez peut-être vous abonner à certaines personnes aux États-Unis. Les États-Unis ont souvent un petit peu une longueur d'avance peut-être par rapport à certaines tendances de communication que nous on va pouvoir avoir aussi à Maurice. Donc là aussi, on va pouvoir se nourrir et s'inspirer, pas copier bien sûr, mais s'inspirer. Prévoyez aussi un créneau, ça aussi ça peut être important. C'est comme vous avez moyennement envie de le faire, vous savez que c'est important pour vous, mais que c'est pas dans votre ADN, vous n'allez pas vraiment avoir envie de le faire, en tout cas au début. Donc s'obliger à mettre un créneau horaire, peut-être. Et on commence par 1 heure, encore une fois, l'objectif c'est pas de faire un post par jour, ni plusieurs, c'est même un post par mois, ça sera déjà largement suffisant. Et dessus, 1 heure, ça peut déjà être un bon début. Et puis après, tester. À un moment donné, il va falloir que vous lanciez, il va falloir que vous testiez différents formats, différents tone of voice, ce qui vous ressemble, et vous allez voir ce qui marche le mieux. Après, il y a une autre solution qui est extrêmement efficace, c'est de prendre un ghostwriter, donc quelqu'un qui va écrire pour vous. Okay, et
pour 20 $ par mois, l'avantage c'est que vous allez pouvoir en avoir un extrêmement efficace. Peut-être que vous voyez me venir, non? Vous avez une petite idée? ChatGPT. Ouais, ChatGPT, bravo. ChatGPT, sur lequel vous allez pouvoir, si vous utilisez correctement ChatGPT, vous allez lui donner des précédents textes avec lesquels vous étiez content de ce que vous aviez écrit, et vous allez lui dire, ok, ben, imite un peu mon style d'écriture, et j'aimerais que tu écrives un post sur ce sujet-là, que tu mentionnes ça, 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 et puis là, vous aurez déjà un excellent premier draft, et puis avoir un draft sous les yeux, pour vous, avec votre expertise, ça sera 1000 fois plus facile de repartir de là, de dire non, ça j'ai pas envie de dire ça j'aime bien cette phrase, etc. Et donc arriver au final à votre premier poste. Allez, dernière tendance, ça c'est vraiment très clairement pour les entreprises, valoriser sa marque employeur. Donc pour les entreprises aussi, LinkedIn est une vitrine. Il est essentiel aujourd'hui pour une entreprise pour se démarquer, parce qu'au final, ceux qui ont le plus de mal à trouver du boulot, au final, enfin à trouver du boulot, sur le marché de l'emploi, ceux qui ont peut-être le plus de mal à Maurice aujourd'hui, c'est peut-être les compagnies plutôt que les employés, les candidats. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles doivent aujourd'hui se mettre en valeur, elles doivent parler de leur EVP. EVP, c'est Employee Value Proposition, c'est comment elles vont se mettre en valeur, comment elles vont parler aussi, alors déjà, créer une culture d'entreprise, et ensuite en parler, valoriser sur les réseaux sociaux, mais notamment sur LinkedIn, promouvoir sa marque employeur, qui sont tout ça essentiels pour pouvoir attirer les meilleurs candidats. Travailler la marque employeur, c'est aussi soigner sa communication digitale. Si les recruteurs vont aller voir votre profil LinkedIn, vous aussi vous allez évidemment aller voir les pages, le site web, mais aussi les pages LinkedIn des compagnies. Donc 56% des candidats consultent vos réseaux sociaux. Donc une communication qui se veut authentique, qui se veut alignée aux valeurs, sur lesquelles il doit y avoir une mission qui doit être définie, une vision avec une personnalité, avec des valeurs, une culture d'entreprise. Tout ça, il faut le valoriser. Aussi, à être présent efficacement sur les comptes supports. C'est ce que je disais, c'est que 22% des candidats postulent sur leur mobile. Je pense que ça doit peut-être, c'est une statistique mondiale, mais donc ça veut dire que ça doit être certainement beaucoup plus important à Maurice. Donc c'est aussi adapter les outils à une cible et moderniser ces processus de recrutement qui sont encore très vieux et vieillissants. Il faudra veiller à sa réputation. 56% des candidats ne vont pas postuler à votre compagnie s'ils trouvent des entreprises, s'ils trouvent des informations négatives. Donc là aussi, c'est essentiel. Donc il faut faire de la veille sur votre image et puis bien sûr travailler son image de marque. Et dernier, ça va être aussi moderniser son processus de recrutement. Peut-être arrêter de demander, bon, j'aurais un CV, une lettre de motivation à envoyer avant telle date. Ça va être important. Et si vous avez 5 rendez-vous avant de pouvoir éventuellement décrocher le job, vous risquez de tomber sur les 3 candidats qui abandonnent le processus de recrutement quand il est trop long, compliqué, trop complexe. Donc c'est aussi un bon processus de recrutement, c'est essentiel pour aussi valoriser sa culture d'entreprise et pouvoir se montrer un peu plus moderne. Ça c'est un conseil pour les deux, au final, que ce soit vous en tant qu'employé, candidat, enfin, n'importe qui sur LinkedIn ou les marques, la régularité, ça va assurer votre succès. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous commencez à faire un post par jour, parce que je ne sais pas quelle raison, et que après vous disparaissez pendant 9 mois, c'est pas forcément très très bon pour votre image sur LinkedIn, mais deuxièmement, ça va pas être bon pour l'algorithme non plus. Donc il faut mieux essayer de faire un post tous les 2 mois, enfin toutes les 2 semaines, admettons, et essayer de garder cette régularité, et notamment pareil pour les entreprises qui publient régulièrement vont en moyenne avoir 60% plus d'interactions sur leur page. Okay. Une dernière slide pour conclure sur le fait que vous vous rappelez que sur LinkedIn, les stars, c'est pas les entreprises, mais c'est bien les gens, c'est bien l'humain. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions peut-être. Ouais. Merci pour cette belle présentation. Je pense que tous. Merci pour cette belle présentation et je pense qu'on est tous ici des jeunes actifs, des jeunes passionnés, des jeunes personnes qui veulent mettre en avant nos qualités et nos expériences. J'aurais deux questions qui ne sont pas forcément liées à LinkedIn, mais plutôt sur Meta. Pourquoi sur Instagram, par exemple, on n'arrive pas à voir des musiques? Et ma deuxième question, c'est que je pense qu'il y a un grand problème. Je pense qu'on peut juste faire une observation. On va dans le bazar, on va voir les gens qui vendent, par exemple les métiers de vendeur. Dès qu'il n'y a pas un client,
Parce qu'en fait, c'est qu'ils vont prendre le téléphone et voir du contenu. Et je pense que ça, c'est un problème sociétal d'excès de consommation. Et les gens ont aussi une perte en termes de concentration et de réflexion. Qu'est-ce qui est fait d'un point de vue mondial et comment on peut limiter à ça? Je sais que c'est peut-être hors contexte, mais je pense qu'on est tous un peu affectés à ça. Non, si vous avez 1 heure, je peux répondre. Non, je rigole. Par rapport à ta première question, ça va être des droits musicaux pour Instagram, principalement pour ça. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Alors peut-être qu'il n'y a pas une organisation qui gère correctement les droits musicaux à Maurice, ou sur le fait que c'est juste que des grands, on va dire que les grandes plateformes musicales telles que Universal, tout ça, au final, Maurice est trop petit comme marché pour s'intéresser à ça. Donc c'est frustrant, je suis d'accord. Et au final, ça participe au désintérêt que beaucoup de personnes, parce que je pense pas que Maurice soit le seul concerné. Je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays comme ça. Donc ça participe un peu au désintérêt de la plateforme. Après, pour revenir à ta seconde question, qui est plus large, tout ce qui est fait avec excès est pas bon, très clairement. C'est donc que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quoi. Donc après, le risque supplémentaire pour les sociaux, c'est très clairement de s'enfermer. Mais tu me diras, c'est quoi la différence entre une personne qui fait trop de jeux vidéo et qui reste enfermée dans sa chambre, une personne qui va rester trop longtemps sur son téléphone? La personne va s'isoler, va perdre en interaction et ça amène à des troubles psychologiques, très clairement. Après, sur le côté jeux vidéo, il y a peut-être moins d'influence du monde qui peut être néfaste, quand en plus on est jeune adolescent et qu'on n'a pas les bons codes pour décortiquer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut prendre avec du second degré, avec du premier degré, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des plateformes comme Facebook, mais principalement Instagram et TikTok, sont potentiellement extrêmement nocives sur la jeunesse. Et moi, en tant que jeune papa, je suis content que mes enfants, je suis content d'arriver à un moment donné, aujourd'hui, où on a ce recul de se dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et c'est vrai que quand Instagram peut-être sort il y a 5 ans, ou qu'il y a Facebook et Instagram il y a 10 ans, on manque de recul, on ne voit pas encore les effets négatifs ou le trop de cette consommation-là. Et en tant que parent, on n'est pas alerté sur comment bien orienter les choses, comment bien faire les choses. Même si après il y a des choses qui sont un peu obvious. Peut-être que ne pas laisser un enfant passer trop de temps sur un écran, ça paraît quand même un petit peu obvious, mais ça l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Parce qu'on ne se pose pas les questions, c'est des questions qui viennent une fois qu'on a un peu digéré ce mode de consommation. Donc, ouais, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Je pense que le changement, Maurice, comment c'est un marché qui est encore neuf. D'ici quelques années, les gens vont comprendre plus que les réseaux sociaux, c'est pas. Ça va mettre à limite. Ouais. Il y a énormément d'effets négatifs parce que, et je pense, c'est encore une fois très personnel, mais il a manqué une régulation. Et du fait qu'il ait manqué une régulation à un certain moment, il y a eu des abus et un manque et une impossibilité de faire une marche arrière sur certains modes de consommation. Et si les réseaux sociaux avaient été mieux encadrés à un certain moment, on ne serait pas à un niveau où aujourd'hui tout le monde considère que les réseaux sociaux sont plus néfastes que positifs. Alors que les réseaux sociaux à la base sont extrêmement positifs sur plein d'aspects, relationnels, connexion avec des personnes, sur casser l'isolement, etc. Tout ça, les réseaux sociaux, on peut leur accuser de beaucoup de mots, mais il y a énormément de choses positives. Il y a plein de cas sur lesquels il y a plein d'exemples, d'anecdotes qui font que les réseaux sociaux ont sauvé des vies, etc. Néanmoins, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu un tel abus et un tel manque de contextualisation et tellement de législation sur ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus d'effets négatifs, ça c'est très clairement. Quelqu'un d'autre, une question, ou veut interagir sur le sujet? Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que LinkedIn est beaucoup plus utilisé sur le téléphone ou sur l'ordinateur?
Alors c'est peut-être une plateforme qui est un peu plus utilisée sur un desktop. Néanmoins, le fait que 90% des Mauriciens consultent les réseaux sociaux sur leur smartphone fait que il y aura une très 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 forte proportion que ce soit toujours le cas. Donc peut-être un peu moins que Facebook et qu'Instagram, bien sûr que TikTok, mais néanmoins c'est des proportions qui restent très largement parce que les Mauriciens passent du temps sur Internet, ils sont connectés sur Internet et sur les réseaux sociaux sur leur smartphone. Donc c'est plus pas le choix en fait. À moins qu'une fois que la personne est employée, peut-être aller se connecter à son ordinateur de bureau. Ça dessus, ce serait intéressant d'avoir les chiffres, mais j'aurais quand même privilégié le fait que les gens consomment sur leur smartphone. Merci à tous.